En 1847, une femme fut vendue pour 23 000 $ lors d'une enchère privée à Richmond, en Virginie. Un prix jamais atteint pour un être humain réduit en esclavage. Mais ce n'était ni sa beauté, ni sa force, ni ses talents qui justifiaient cette somme vertigineuse. C'était un secret qu'elle portait, gravé dans sa mémoire. Un secret que 3 hommes parmi les plus puissants de Virginie étaient prêts à payer n'importe quel prix pour obtenir ou détruire à jamais. Avant de poursuivre cette histoire troublante, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Votre présence compte pour nous. La Virginie des années 1840 représentait le cœur battant de l'économie esclavagiste américaine. Richmond, sa capitale, abritait le plus grand marché aux esclaves du Sud, où transitaient chaque année des milliers d'êtres humains arrachés à leurs familles, vendus comme du bétail. Les maisons de courtage s'alignaient le long de la rue principale, leurs façades austères dissimulant les cages et les chaînes qui retenaient la marchandise humaine en attente de transactions. Dans ce monde régi par une hiérarchie raciale implacable où la couleur de peau déterminait le destin d'une personne dès sa naissance, une femme nommée Céline représentait une anomalie que personne ne pouvait expliquer ouvertement. Âgée d'environ 35 ans selon les estimations, elle avait été élevée dans une plantation isolée du comté de Hanover, propriété d'un certain Josiah Rutherford, homme discret et taciturne qui évitait les cercles sociaux de la haute société virginienne. Céline ne ressemblait en rien aux autres esclaves de la région. Elle parlait un français impeccable, maîtrisait l'anglais avec une diction raffinée que bien des femmes blanches lui enviaient, et possédait une éducation qui dépassait celle de nombreux planteurs. Elle savait lire et écrire dans 3 langues, connaissait la comptabilité avancée et avait été formée aux arts de la haute société. Musique, broderie fine et même rudiments de médecine. Une telle éducation pour une esclave constituait non seulement une rareté, mais une violation flagrante des lois de Virginie qui interdisaient formellement d'enseigner la lecture aux personnes asservies. Pendant plus de 20 ans, Céline avait vécu dans une étrange semi-liberté au sein de la plantation Rutherford. Elle ne travaillait pas au champ. Elle ne portait pas les vêtements grossiers des esclaves ordinaires. Elle occupait une petite maison séparée près de la demeure principale, un privilège inouï qui alimentait les rumeurs parmi les domestiques et les planteurs voisins. Certains murmuraient qu'elle était la maîtresse de Josiah, bien que personne n'ait jamais observé de familiarité particulière entre eux. D'autres suggéraient qu'elle était en réalité une femme libre dont les papiers avaient été perdus ou détruits, maintenue en captivité par quelque stratagème légal. La vérité, comme souvent, était bien plus complexe et infiniment plus sombre. Josiah Rutherford menait une existence retirée, refusant les invitations au bal et aux réceptions qui rythmaient la vie sociale de la classe plantocratique. Sa plantation, bien que prospère grâce à la culture du tabac, fonctionnait avec un minimum d'esclaves, environ 15 hommes et femmes qui entretenaient les champs et la maison principale. Josiah passait l'essentiel de son temps enfermé dans son bureau, penché sur des registres et des documents qu'il gardait sous clé dans un coffre-fort de fabrication britannique. Les rares visiteurs qui franchissaient le seuil de sa demeure remarquaient invariablement 2 choses. Premièrement, l'absence totale de portraits de famille ou de tout élément décoratif personnel. Deuxièmement, la présence constante de Céline qui circulait dans la maison avec une aisance qui semblait déplacée pour une femme de son statut légal. Elle servait le thé avec des gestes précis, participait parfois aux conversations si on lui adressait directement la parole, et se retirait avec une dignité tranquille qui mettait mal à l'aise ceux qui croyaient connaître l'ordre naturel des choses. Cette situation précaire allait brutalement prendre fin à l'automne 1846. Le 23 octobre 1846, Josiah Rutherford fut retrouvé mort dans son bureau, effondré sur sa table de travail. Le médecin du comté, le docteur Elias Pemberton, conclut à une apoplexie foudroyante, diagnostic commode qui évitait de poser des questions embarrassantes.
L'homme avait 58 ans et, selon tous les témoignages, jouissait d'une santé acceptable malgré sa constitution frêle et son teint pâle chronique. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement dans le comté, déclenchant une série d'événements qui allaient révéler l'ampleur du mystère entourant sa vie recluse. Josiah n'avait jamais mentionné de famille, ni proche, ni éloigné. Aucun héritier ne se manifesta. Ses affaires devaient donc être liquidées selon les procédures légales de l'État de Virginie, ses biens mis aux enchères pour régler d'éventuelles dettes et transférer le reste au trésor public. C'est le juge Cornelius Hargrove, magistrat respecté du comté de Hanover, qui fut désigné pour superviser la liquidation de la succession Rutherford. Accompagné d'un clerc et du shérif local, il se rendit à la plantation 3 jours après le décès pour dresser l'inventaire des biens. Ce qu'ils découvrirent dans le bureau de Josiah allait transformer une simple procédure administrative en une affaire d'État qui mobiliserait les plus hautes autorités de Virginie. Le coffre-fort, une fois forcé par un serrurier mandaté, contenait une somme considérable en or et en billets de banque, environ 40 000 $, fortune inexplicable pour un planteur de taille moyenne qui ne participait à aucune des spéculations commerciales habituelles. Mais ce n'était pas l'argent qui retint l'attention du juge Hargrove. C'étaient les documents, des dizaines de lettres soigneusement classées, certaines rédigées en français, d'autres en anglais, portant des cachets de cire aux armoiries inconnues. Des registres comptables détaillant des transactions qui n'avaient aucun rapport avec la gestion d'une plantation de tabac. Des listes de noms, certains barrés à l'encre rouge, d'autres soulignés 2 fois. Et surtout, un cahier relié en cuir noir, sans titre ni indication extérieure, rempli d'une écriture serrée qui semblait constituer une sorte de journal ou de mémoire. Le juge Hargrove, homme méticuleux et consciencieux, commença à parcourir ces documents avec l'intention de comprendre la nature exacte des affaires de Rutherford. Ce qu'il lut la première heure le fit pâlir. À la fin de la journée, il ordonna au shérif de placer tous les documents sous scellé, interdit formellement au clerc de mentionner quoi que ce soit de ce qu'il avait pu apercevoir, et fit sceller son cheval pour se rendre d'urgence à Richmond. Ce soir-là, le juge Hargrove demanda une audience privée avec le gouverneur de Virginie, William Smith. La réunion dura jusqu'à l'aube. Quand le juge ressortit du manoir du gouverneur, son visage était celui d'un homme qui vient de contempler un abîme dont il ignorait l'existence. Dans les semaines qui suivirent, une série de visiteurs discrets convergea vers la plantation Rutherford. Des hommes en costume sombre, arrivant dans des voitures sans blason, s'enfermant pendant des heures dans le bureau du défunt. Les esclaves de la plantation, terrifiés par ces allées et venues inhabituelles, se tenaient à l'écart, craignant d'être vendus ou punis pour des raisons qu'ils ne comprenaient pas. Céline, pendant ce temps, était confinée dans sa petite maison sous surveillance constante. 2 hommes armés montaient la garde jour et nuit. Elle ne recevait aucune explication, aucune information sur son sort futur. Les domestiques qui lui apportaient ses repas remarquaient qu'elle ne semblait ni surprise ni effrayée par cette situation. Elle attendait, avec une patience qui suggérait qu'elle savait exactement ce qui allait se passer. Pour comprendre pourquoi Céline représentait un danger si considérable qu'elle nécessitait une surveillance armée, il faut remonter 27 ans en arrière, à l'année 1819, dans les derniers jours du commerce légal des esclaves en Amérique. Le 1er janvier 1808, le Congrès des États-Unis avait officiellement interdit l'importation d'esclaves africains, mettant fin théoriquement au commerce transatlantique. Mais cette loi, comme tant d'autres, était contournée par ceux qui avaient les moyens et les connexions nécessaires. Des réseaux clandestins continuaient d'acheminer des captifs depuis l'Afrique et les Caraïbes, utilisant des ports isolés, des intermédiaires corrompus et une bureaucratie complaisante. En 1819, un navire français nommé la Méduse partit de Saint-Domingue, l'actuel Haïti, transportant une cargaison officielle de rhum et de sucre. Officieusement, la cale du navire abritait 18 personnes, hommes, femmes et enfants, destinés à être vendus illégalement sur le sol américain.
Parmi ces captifs se trouvait une jeune femme d'environ 8 ans qui serait plus tard connue sous le nom de Céline. Ce qui rendait ce groupe particulier, ce n'était pas leur origine africaine, mais leur provenance immédiate. Ils venaient tous de plantations haïtiennes, survivants de la Révolution qui avait renversé l'ordre colonial et établi la première république noire indépendante. Certains étaient des domestiques de maisons de maîtres français qui avaient fui l'île en catastrophe. D'autres étaient des enfants d'union mixte, métis dont le teint clair ne les avait pas protégés du chaos révolutionnaire. La jeune Céline était l'un de ces enfants. Sa mère avait été la gouvernante d'une famille de planteurs français fortunés. Son père, selon les rumeurs recueillies plus tard, aurait été le fils de cette même famille, bien qu'aucun document n'ait jamais confirmé cette filiation. Quand la révolution haïtienne avait atteint son paroxysme, la famille française avait tenté de fuir vers Cuba, emmenant avec eux quelques domestiques fidèles. Mais le navire avait été intercepté par des corsaires qui n'avaient aucun scrupule à vendre tous les passagers, blancs ou noirs, à qui offrirait le meilleur prix. La Méduse accosta discrètement dans une crique isolée de la côte virginienne en mars 1819. Les 18 captifs furent rapidement dispersés vers différentes destinations, leurs identités effacées, leurs histoires enterrées. La jeune Céline fut achetée par un intermédiaire qui la revendit quelques jours plus tard à Josiah Rutherford pour une somme que les registres secrets révéleraient plus tard. $300, prix extraordinaire pour une enfant de cet âge. Mais Josiah Rutherford n'avait pas acquis Céline pour en faire une domestique ordinaire. Il avait un usage très spécifique en tête, un usage qui expliquait pourquoi il la traiterait avec tant de précaution pendant plus de 20 ans. Josiah Rutherford n'était pas simplement un planteur. Il était ce qu'on appelait dans les cercles discrets un gardien de secret, un homme dont la fonction réelle consistait à préserver des informations compromettantes pour le compte de personnages puissants. Sa plantation isolée servait de coffre-fort humain, un lieu où des documents sensibles, des preuves embarrassantes et des témoins gênants pouvaient être gardés à l'abri des regards indiscrets. La jeune Céline, à son arrivée chez Rutherford, parlait couramment français et créole haïtien. Elle avait été éduquée par sa mère selon les standards de la haute société française, compétences rares et précieuses. Mais surtout, elle avait vécu dans la maison d'une famille qui avait participé à des événements que beaucoup de personnes influentes préféraient avoir oubliés. Josiah comprit immédiatement le potentiel de cet enfant. Au lieu de l'utiliser comme domestique, il poursuivit son éducation, engageant discrètement des tuteurs, lui enseignant l'anglais, les mathématiques, la comptabilité. Il la forma également à une compétence très particulière, la mémoire absolue. Céline apprit à mémoriser des pages entières de textes, des listes de noms, des dates, des montants, tous les détails minutieux qui composaient les secrets que Rutherford gardait pour ses clients. Car c'était là le véritable génie et la terrifiante dangerosité du système établi par Josiah Rutherford. Les documents compromettants qu'on lui confiait, il ne les conservait pas indéfiniment sous forme écrite. Il les faisait mémoriser par Céline, puis détruisait les originaux. Ainsi, les preuves n'existaient plus sur papier, vulnérables au vol ou à la découverte accidentelle. Elles existaient uniquement dans l'esprit d'une femme légalement réduite en esclavage, sans droit, sans voix, incapable de témoigner devant un tribunal. C'était un système d'une perversité absolue. Utiliser le statut d'esclave, qui niait toute humanité légale, comme le coffre-fort le plus sûr jamais conçu. Pendant 20 ans, Céline avait ainsi accumulé dans sa mémoire un catalogue de secrets qui impliquait certaines des familles les plus respectées de Virginie et au-delà. Des fraudes financières, des meurtres maquillés, des héritages volés, des trahisons politiques, des scandales sexuels impliquant des mineurs, des transactions d'esclaves illégales, longtemps après l'interdiction officielle, des liens avec des réseaux de contrebande, des corruptions de juges et de législateurs. Chaque information était datée, détaillée, vérifiable. Céline connaissait les noms, les dates, les montants, les circonstances. Elle était devenue, sans l'avoir choisi, l'archive vivante des péchés de l'élite virginienne. Quand le juge Hargrove avait ouvert le journal en cuir noir de Josiah Rutherford,
Il avait découvert un index. Pas le texte complet des secrets gardés, mais un index méthodique, organisé par catégories et par date, indiquant la nature de chaque information que Céline avait mémorisée. Une simple liste, mais une liste qui lisait comme un catalogue de l'hypocrisie et de la corruption de toute une classe sociale. Le juge avait reconnu certains noms immédiatement. Des sénateurs, des juges de la Cour suprême de Virginie, des banquiers, des généraux, des ecclésiastiques de haut rang, tous impliqués dans des affaires qui, si elles étaient révélées, détruiraient non seulement leur réputation personnelle, mais ébranleraient les fondations mêmes de l'ordre social virginien. Plus troublante encore, le journal indiquait que Josiah avait entretenu une correspondance régulière avec 3 hommes en particulier, désignés uniquement par des initiales CT, RB et AS. Ces 3 personnes semblaient avoir été les principaux clients de Rutherford, ceux qui lui confiaient les secrets les plus dangereux et payaient les sommes les plus importantes pour garantir leur sécurité. Le juge Hargrove, après sa nuit blanche avec le gouverneur Smith, comprit qu'il se trouvait face à une situation explosive. La mort de Rutherford signifiait que le système de protection s'était effondré. Céline, l'archive vivante, se retrouvait sans gardien. Et selon les lois de Virginie, elle devait être vendue aux enchères comme n'importe quel autre bien de la succession. Mais qui achèterait Céline? Et surtout, que ferait l'acheteur des secrets qu'elle portait? 3 possibilités se dessinaient, chacune plus dangereuse que les précédentes. Premièrement, l'un des hommes impliqués dans les secrets pourrait acheter Céline pour la faire disparaître définitivement, éliminant ainsi toute trace de ses crimes. Deuxièmement, un ennemi politique ou commercial de ces mêmes hommes pourrait l'acquérir pour exploiter ses connaissances et détruire ses adversaires. Troisièmement, et c'était le scénario le plus cauchemardesque, Céline pourrait être achetée par quelqu'un qui comprendrait la valeur marchande de ses secrets et établirait un système de chantage à grande échelle. Le gouverneur Smith, homme pragmatique rompu aux réalités du pouvoir, prit une décision qui reflétait la mentalité de son époque et de sa classe. Céline devait être vendue, car la loi l'exigeait et toute exception soulèverait des questions dangereuses. Mais la vente devait être contrôlée, organisée de manière à ce que seuls certains acheteurs potentiels y aient accès. Une enchère privée fut donc arrangée, fixée au 15 janvier 1847. Les invitations furent envoyées à un nombre restreint de participants, tous soigneusement sélectionnés. Officiellement, il s'agissait de la vente d'une esclave domestique de qualité exceptionnelle, formée aux arts de la haute société, parlant plusieurs langues, apte à servir dans les maisons les plus raffinées. Aucune mention n'était faite de ses capacités mnémoniques extraordinaires ou des secrets qu'elle détenait. Mais dans les coulisses, dans les salons privés et les bureaux fermés à clé, l'information circulait parmi ceux qui avaient besoin de savoir. Céline, l'archive vivante de Josiah Rutherford, serait vendue, et chacun des hommes dont les secrets résidaient dans sa mémoire devait prendre une décision cruciale. Enchérir pour la contrôler, ou faire confiance à un autre pour protéger leurs intérêts. Les semaines précédant l'enchère furent marquées par une activité fébrile dans les cercles du pouvoir virginien. Des messagers circulaient entre Richmond et les plantations isolées. Des réunions discrètes se tenaient dans des clubs privés. De l'argent changeait de main, des alliances se formaient et se défaisaient. Pendant ce temps, Céline demeurait dans sa petite maison sous surveillance constante. Les gardes avaient reçu des instructions strictes. Personne ne devait lui parler, personne ne devait tenter de lui soutirer des informations. Elle était nourrie, ses besoins essentiels étaient satisfaits, mais elle vivait dans un isolement total. Pourtant, ceux qui l'observaient remarquaient quelque chose d'étrange dans son comportement. Elle ne montrait aucun signe de peur ou d'anxiété. Elle passait ses journées à lire, à coudre, à se promener dans le petit jardin adjacent à sa maison. Parfois, les gardes la voyaient écrire dans un cahier, puis arracher les pages et les brûler dans la cheminée. Elle semblait attendre quelque chose, ou quelqu'un, avec une patience qui suggérait une confiance incompréhensible dans son avenir.
Le juge Hargrove, qui visitait régulièrement la plantation pour superviser les préparatifs de la vente, fut suffisamment intrigué pour tenter une conversation avec elle. Un après-midi de décembre, il demanda à être laissé seul avec Céline pendant quelques minutes, provoquant la consternation des gardes qui craignaient d'enfreindre leurs ordres. Assis dans le petit salon de la maison de Céline, le juge l'observa attentivement. Elle lui servit du thé avec des gestes posés, puis s'assit en face de lui, les mains croisées sur ses genoux, attendant qu'il parle. « Vous comprenez ce qui va se passer, je suppose » commença le juge, mal à l'aise face à cette femme dont la dignité tranquille contrastait si violemment avec son statut légal. « Parfaitement » répondit Céline dans un anglais sans accent. « Je vais être vendue. C'est la loi. Vous ne semblez pas inquiète. » Un léger sourire passa sur les lèvres de Céline. « L'inquiétude ne changerait rien à mon sort, monsieur le juge. J'ai appris il y a longtemps à accepter ce que je ne peux pas contrôler. » Le juge Hargrove se pencha en avant. « Monsieur Rutherford vous a confié des informations d'une nature très sensible, des secrets qui concernent des hommes puissants. Ces hommes sont préoccupés par votre situation. »« Ils ont raison de l'être, » dit Céline calmement. « Vous comprenez que l'homme qui vous achètera voudra certainement s'assurer que ses secrets restent secrets. Sans aucun doute, cela pourrait signifier... » Le juge hésita, cherchant ses mots. « Cela pourrait signifier qu'on vous demandera de les oublier. » Céline rit doucement, un son sans humour. « Les oublier, monsieur le juge. Monsieur Rutherford m'a formé pendant 20 ans à ne jamais rien oublier. Ces informations sont tissées dans la trame même de mon esprit. Je ne pourrais pas les oublier même si je le voulais. Et croyez-moi, il y a des nuits où je le souhaiterais ardemment. » Le juge se leva, troublé par cette conversation. « Alors que suggérez-vous » Céline le regarda droit dans les yeux. « Je suggère que les hommes qui viendront à cette enchère réfléchissent très soigneusement à ce qu'ils font. Parce que acheter quelqu'un ne signifie pas contrôler ce qu'il sait. Et tuer quelqu'un pour protéger un secret ne fonctionne que si cette personne est la seule à détenir ce secret. » Ces mots, prononcés avec un calme absolu, glacèrent le sang du juge Hargrove. Il quitta la maison sans ajouter un mot, mais son rapport au gouverneur Smith ce soir-là mentionnait une phrase qui serait répétée dans les réunions secrètes des jours suivants. « Cette femme sait quelque chose que nous ne savons pas. » Les derniers jours précédant l'enchère furent marqués par une série d'événements inquiétants qui suggéraient que la situation échappait au contrôle des autorités. Le 3 janvier 1847, un incendie se déclara mystérieusement dans les archives du comté de Hanover, détruisant plusieurs registres concernant les transactions d'esclaves des 20 dernières années. L'enquête conclut à un accident, une lampe à huile renversée par négligence. Mais le timing était trop parfait pour être une coïncidence. Le 7 janvier, un clerc travaillant pour le juge Hargrove disparut. Il avait été l'un des rares à avoir aperçu certains des documents trouvés dans le coffre de Rutherford. Son corps fut retrouvé 3 jours plus tard, dans les eaux de la rivière James. Le coroner détermina qu'il s'agissait d'une noyade accidentelle, l'homme ayant probablement glissé sur la berge boueuse alors qu'il était ivre. Personne ne mentionna que le clerc était un abstinent notoire qui n'avait jamais touché une goutte d'alcool de sa vie. Le 12 janvier, 3 jours avant l'enchère prévue, un visiteur inattendu se présenta à la plantation Rutherford. C'était un homme âgé, vêtu de noir, voyageant dans une voiture sans marque distinctive. Il demanda à voir Céline et présenta au juge Hargrove, présent ce jour-là, une lettre scellée portant le cachet du gouverneur de Virginie. La lettre autorisait cet homme, identifié uniquement comme Monsieur T, à s'entretenir en privé avec Céline pendant 1 heure maximum, sous surveillance mais hors de portée d'oreille. Le juge Hargrove, bien qu'irrité de cette intrusion dans ses prérogatives, ne pouvait ignorer un ordre direct du gouverneur. Céline reçut Monsieur T dans son petit salon. Les gardes se postèrent à la porte, assez proches pour intervenir en cas d'urgence, mais trop éloignés pour entendre la conversation. Pendant 53 minutes, les 2 personnes parlèrent à voix basse. Parfois, Monsieur T semblait poser des questions auxquelles Céline répondait après une brève réflexion.
D'autres fois, c'était Céline qui parlait longuement pendant que son visiteur prenait des notes dans un petit carnet. Quand la rencontre prit fin, Monsieur T quitta la plantation sans faire de commentaires au juge Hargrove. Mais son visage, selon le témoignage des gardes, était celui d'un homme qui venait d'apprendre quelque chose qui bouleversait toutes ses certitudes. Le soir même, le juge Hargrove tenta de questionner Céline sur cette entrevue. Elle refusa poliment mais fermement de révéler quoi que ce soit sur leur conversation. Monsieur T avait l'autorisation du gouverneur, dit-elle simplement. Mes paroles lui appartenaient pendant cette heure, pas à vous. Cette réponse prononcée avec une assurance qui dépassait largement ce qu'on attendait d'une esclave, troubla profondément le juge. Pour la première fois, il se demanda si les hommes qui avaient organisé cette vente avaient vraiment compris à qui ils avaient affaire. La veille de l'enchère, le 14 janvier, une rumeur commença à circuler parmi les domestiques et les esclaves de Richmond. Selon cette rumeur, Céline n'était pas qu'une simple détentrice de secrets. Elle aurait également caché quelque part, peut-être dans la plantation Rutherford, peut-être ailleurs, des documents physiques qui corroboraient tout ce qu'elle savait. Une sorte d'assurance-vie, une garantie que même sa mort ne suffirait pas à enterrer les vérités qu'elle portait. Cette rumeur n'avait aucune source vérifiable. Personne ne pouvait dire d'où elle venait, ni comment elle s'était propagée si rapidement. Mais son effet fut immédiat et dévastateur. Les hommes qui avaient prévu d'enchérir pour éliminer Céline durent reconsidérer leur stratégie. Si elle avait effectivement créé une telle sauvegarde, la tuer ne servirait à rien. Il faudrait d'abord localiser ces documents hypothétiques. Le juge Hargrove ordonna une fouille approfondie de la maison de Céline et de toute la plantation Rutherford. Pendant toute la journée du 14 janvier, des hommes examinèrent chaque recoin, sondèrent les murs, creusèrent dans le jardin, inspectèrent les dépendances. Ils ne trouvèrent rien, pas un seul document, pas une seule cachette. Quand on lui demanda directement si elle avait caché des papiers quelque part, Céline répondit avec un sourire énigmatique. « Vous êtes libre de chercher autant que vous voulez, mais posez-vous cette question. Même si je vous disais la vérité, me croiriez-vous » Donc, si cette histoire vous donne des frissons, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer. Qui achètera Céline ? Et surtout, que va-t-il advenir des secrets qu'elle détient ? Le 15 janvier 1847, par une matinée glaciale où le ciel gris semblait peser sur Richmond comme un couvercle de plomb, l'enchère la plus étrange de l'histoire de la Virginie eut lieu dans une salle privée de l'hôtel Exchange, établissement réputé qui accueillait habituellement les transactions commerciales les plus importantes de la capitale. La salle elle-même avait été choisie avec soin. Située au 3e étage de l'hôtel, elle offrait l'isolement nécessaire pour une transaction que tous les participants préféraient garder discrète. Les fenêtres donnaient sur une cour intérieure plutôt que sur la rue principale, réduisant les risques d'observation indiscrète. Des rideaux épais de velours bordeaux avaient été tirés, filtrant la lumière grise du matin et créant une atmosphère feutrée, presque oppressante. 18 hommes étaient présents, tous blancs, tous richement vêtus dans les costumes sombres qui caractérisaient les gentilshommes de l'époque. Leur visage affichait cette expression de neutralité polie qui caractérise ceux qui ont appris à dissimuler leurs émotions en public. Mais l'observateur attentif aurait pu déceler les signes de tension. Mâchoire serrée, regard furtif vers la porte, mains qui tripotaient nerveusement des cannes ou des montres à gousset. Aucune femme n'assistait à l'événement, comme il était d'usage dans ce genre de transaction. Mais plusieurs domestiques noirs se tenaient le long des murs, servant silencieux chargés de verser du café ou du whisky aux gentilshommes. Leur présence était si habituelle qu'elle devenait invisible, et pourtant certains d'entre eux écoutaient avec une attention que leur maître n'aurait jamais soupçonnée. Le juge Hargrove était assis au premier rang, son visage grave trahissant l'inconfort qu'il ressentait face à cette situation extraordinaire. À sa droite se tenait le gouverneur Smith lui-même, présence inhabituelle qui soulignait l'importance politique de cette vente.
2 représentants du département du Trésor de Virginie occupaient des sièges près de la porte, chargés de superviser la transaction financière et de s'assurer que l'État recevrait sa part de la succession Rutherford. Vers le fond de la salle, 3 hommes attiraient particulièrement l'attention par leur posture rigide et leurs expressions indéchiffrables. Le juge Hargrove les avait identifiés au fil de ses investigations. Celui de gauche, un homme d'environ 55 ans, aux cheveux grisonnants soigneusement peignés, correspondait aux descriptions de C.T., propriétaire d'une des plus vastes plantations de tabac de Virginie et actionnaire majoritaire de la Farmers Bank of Richmond. Au centre, un homme plus jeune, la quarantaine peut-être, au regard perçant et aux manières nerveuses, était probablement R.B., avocat réputé dont la clientèle incluait certaines des familles les plus anciennes de l'État. À droite, un homme corpulent au visage rougeau, qui transpirait malgré le froid de janvier, devait être A.S., négociant en coton qui avait fait fortune dans le commerce triangulaire avant son interdiction officielle. Ces 3 hommes n'échangeaient aucun regard, ne se saluaient pas, feignaient même de ne pas se connaître. Mais ils formaient le cœur de ce rassemblement étrange, les principaux intéressés dans une vente dont l'issue déterminerait le sort de secret qui pouvait détruire leur vie. À 10 heures précises, marquée par la sonnerie lourde de l'horloge de l'hôtel, la porte de la salle s'ouvrit. 2 gardes armés entrèrent d'abord, leur présence inhabituelle provoquant des murmures surpris parmi l'assistance. Puis, Céline parut sur le seuil. Elle portait une robe de laine grise de bonne qualité, simple mais élégante, qui contrastait avec les haillons grossiers que portaient habituellement les esclaves lors des enchères publiques. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon soigné, retenu par des épingles simples. Elle ne portait aucun bijou, aucun ornement, mais son maintien était celui d'une dame de la haute société se présentant à un salon plutôt que d'une esclave, sur le point d'être vendue comme du bétail. Cette incongruité n'échappa à personne dans l'assistance. Plusieurs hommes échangèrent des regards perplexes. 1 ou 2 se penchèrent envers leurs voisins pour murmurer des commentaires que l'écho de la salle rendait inaudibles. Céline s'avança d'un pas mesuré vers l'estrade légèrement surélevée qui avait été préparée au centre de la pièce. Les gardes la suivirent, se postant de chaque côté de l'estrade comme des sentinelles. Elle monta les 3 marches sans aide, puis se retourna pour faire face à l'assemblée. Ses mains étaient croisées devant elle, son dos était droit, et son visage affichait une expression de calme absolu qui semblait presque surnaturelle dans ces circonstances. Le commissaire-priseur, Nathaniel Hayes, était un homme d'une 60aine d'années qui avait supervisé des centaines de ventes d'esclaves au cours de sa longue carrière. Il avait l'habitude de jauger la marchandise humaine d'un coup d'œil, de noter les défauts physiques, d'évaluer la force de travail potentielle. Mais face à Céline, son assurance professionnelle semblait vaciller. Il consulta plusieurs fois ses notes avant de commencer son discours. « Messieurs, » annonça-t-il d'une voix qui manquait de sa fermeté habituelle, « nous procédons aujourd'hui à la vente de la succession de feu, Monsieur Josiah Rutherford, que Dieu ait son âme. L'article que nous présentons est une femme de couleur, âge approximatif de 35 ans, en bonne santé générale selon l'examen du docteur Pemberton. » Il marqua une pause, consultant à nouveau ses notes comme s'il hésitait sur ce qu'il devait dire ensuite. Le silence dans la salle était tel qu'on pouvait entendre le crépitement du feu dans la cheminée. « Cette femme possède des compétences exceptionnelles, » continua Hayes, choisissant ses mots avec prudence. Elle parle couramment le français, l'anglais et le créole haïtien. Elle sait lire et écrire dans ces 3 langues. Elle a été formée à la comptabilité, à la gestion de maison et aux arts d'agrément incluant la musique et la broderie fine. Elle possède également des connaissances en médecine domestique et en soins aux malades. Chaque compétence listée provoquait des réactions dans l'audience. Certains hommes hochèrent la tête, impressionnés malgré eux. D'autres froncèrent les sourcils, conscients que ses capacités dépassaient largement ce qui était légal ou approprié pour une personne asservie. Hayes poursuivit, sa voix gagnant en assurance à mesure qu'il récitait les qualités conventionnelles. Elle a servi dans la maison de M. Rutherford pendant plus de 20 ans, avec, selon tous les témoignages,
une conduite irréprochable et une discrétion absolue. Elle est apte à servir dans les maisons les plus distinguées de notre État. Il évita soigneusement toute mention des véritables raisons qui rendaient cette femme si précieuse et si dangereuse. Pas un mot sur sa mémoire extraordinaire, pas une allusion aux secrets qu'elle détenait. C'était un numéro d'équilibriste verbal, dire assez pour justifier un prix élevé sans révéler ce que tous les participants informés savaient déjà. Les enchères commencent à 1 000 $, annonça Hayes, sa voix résonnant dans le silence pesant de la salle. Un silence tomba, si profond qu'on aurait pu entendre une épingle tomber sur le parquet ciré. 1 000 $ était déjà un prix extraordinairement élevé pour n'importe quel esclave, même les plus qualifiés. Un charpentier expert valait environ 1 200 $. Une domestique expérimentée se vendait pour 600 $. Commencer à 1 000 $ signalait clairement que cette vente ne serait pas ordinaire. Les secondes s'étirèrent. Certains participants se tortillaient sur leurs chaises, manifestement mal à l'aise. Le gouverneur Smith observait la scène avec une expression indéchiffrable, ses doigts tambourinant légèrement sur la coudoir de son siège. Finalement, une voix s'éleva du fond de la salle. 2 000 $. Les têtes se tournèrent pour identifier l'enchérisseur. C'était un homme d'âge moyen que personne ne semblait reconnaître, probablement un homme de paille agissant pour le compte d'un acheteur qui préférait rester dans l'ombre. 3 000, lança immédiatement RB depuis son siège, sa voix claire et assurée trahissant une décision déjà prise avant même d'entrer dans cette salle. 5 000, proposa AS. À le négociant en coton, sa voix légèrement essoufflée comme s'il venait de courir. Un murmure parcourut l'assistance. 5 000 $ pour une esclave était un prix qui dépassait l'entendement. C'était le prix d'une petite plantation avec ses terres et ses bâtiments. C'était 10 fois le salaire annuel d'un médecin établi. Mais les enchères ne faisaient que commencer. 6 000, dit calmement un autre participant, un homme dont le juge Hargrove ne connaissait pas l'identité. 7 500, surenchérit RB sans hésitation. 10 000, annonça CT pour la première fois, sa voix profonde et posée dominant soudain la cacophonie des offres précédentes. Le silence retomba brutalement. 10 000 $. La somme était si astronomique qu'elle coupait le souffle. Pour mettre les choses en perspective, la plantation entière de Josiah Rutherford, avec ses terres, ses bâtiments, ses 15 esclaves et son équipement agricole, avait été évaluée à environ 15 000 $. CT venait d'offrir les 2 tiers de cette somme pour une seule personne. Les enchérisseurs moins engagés commencèrent à se retirer du processus. L'homme de paille qui avait ouvert les enchères à 2 000 $ restait silencieux, apparemment ayant atteint la limite de son mandat. D'autres participants, qui étaient venus peut-être par curiosité ou dans l'espoir d'une affaire, réalisaient maintenant qu'ils assistaient à quelque chose qui les dépassait complètement. 12 000, dit AS, sa main tremblant légèrement en s'essuyant le front avec un mouchoir. 15 000, contra RB, sa voix trahissant maintenant une certaine tension. Les prix grimpaient avec une rapidité qui stupéfiait même le commissaire-priseur expérimenté. Nathaniel Hayes avait supervisé des centaines de ventes au cours de sa carrière, mais jamais il n'avait vu une escalade pareille. Il lançait les prix d'une voix de plus en plus mécanique, comme s'il était dépassé par les événements qu'il était censé contrôler. Céline, pendant tout ce temps, demeurait immobile sur son estrade. Elle ne montrait aucune réaction aux sommes vertigineuses qui étaient prononcées, aucun signe de peur ou d'espoir. Son visage était un masque de sérénité qui contrastait violemment avec la tension palpable qui régnait dans la salle. Ses yeux parcouraient lentement l'assemblée, s'arrêtant parfois quelques secondes sur un visage particulier, comme si elle lisait dans les pensées des hommes qui débattaient de son prix. Plusieurs participants la regardaient avec une fascination mêlée d'effroi. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans son calme, dans sa dignité tranquille face à une situation qui aurait dû l'humilier et la terrifier. C'était comme si elle n'était pas vraiment l'objet de cette transaction, mais plutôt une spectatrice détachée, observant un spectacle dont elle connaissait déjà l'issue. 18 000 $, déclara soudain CT.
et sa voix résonnant dans un silence soudain et total. Un murmure collectif parcourut l'assistance, un mélange de stupéfaction et d'incrédulité. 18 000 $. Cette somme dépassait l'entendement, brisait toutes les normes connues du marché des esclaves. Pour mettre les choses en perspective, un travailleur qualifié de l'époque gagnait environ 300 $ par an. 18 000 $ représentaient 60 années de salaire pour un artisan. C'était le prix d'une des plus belles maisons de Richmond. C'était une fortune qui aurait pu assurer le confort d'une famille pendant plusieurs générations. Le gouverneur Smith se pencha en avant sur son siège, son visage trahissant pour la première fois une émotion, l'étonnement pur et simple. Le juge Hargrove ferma brièvement les yeux, comme s'il priait pour que cette folie prenne fin. Le silence qui suivit était si profond qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale et le bruissement des vêtements des participants qui changeaient nerveusement de position. Les autres enchérisseurs semblaient hésiter, calculant mentalement s'ils pouvaient ou voulaient aller plus loin. A.S. était devenu livide, son visage normalement rougeaud ayant pris une teinte cendreuse. R.B. regardait fixement C.T. comme s'il essayait de déchiffrer les intentions de son concurrent. 20 000, lança finalement R.B., sa voix trahissant maintenant une détermination désespérée. Un autre murmure parcourut la salle. Certains hommes secouaient la tête, incrédules. D'autres échangeaient des regards entendus, comme s'ils comprenaient enfin l'ampleur de ce qui était vraiment en jeu dans cette vente. C.T. se leva lentement de son siège. Le mouvement attira tous les regards vers lui. Il était grand, avec une prestance naturelle que l'âge n'avait pas diminuée. Ses cheveux gris étaient soigneusement peignés en arrière, ses vêtements de qualité irréprochables. Mais c'était son regard qui captivait l'attention. Des yeux perçants qui ne révélaient rien de ses pensées. 2 points froids et calculateurs qui semblaient peser chaque élément de la situation. Il se tourna vers Céline sur son estrade. Pendant un long moment, ils se regardèrent en silence, 2 adversaires qui se jaugeaient avant un combat décisif. Puis, C.T. reporta son attention sur le commissaire-priseur. 23 000 $, dit-il d'une voix calme et définitive. C'est mon offre finale. Le silence qui suivit était différent des précédents. Ce n'était plus l'hésitation de ceux qui calculaient s'ils devaient enchérir davantage. C'était le silence de ceux qui réalisaient qu'ils venaient d'atteindre une limite, un point au-delà duquel il serait folie de s'aventurer. R.B. et A.S. échangèrent un bref regard. Quelque chose passa entre eux, une communication silencieuse qui semblait sceller une décision commune. Ni l'un ni l'autre ne relança l'enchère. Le commissaire-priseur Hayes, retrouvant enfin sa voix professionnelle après le choc de cette somme extraordinaire, annonça d'un ton solennel. 23 000 $, enchère de monsieur. Il consulta ses notes pour le nom d'emprunt utilisé par C.T. Monsieur Charles Thompson. Y a-t-il d'autres offres? 23 000 $ une fois. Il marqua une pause, son regard parcourant la salle, donnant une dernière chance aux enchérisseurs potentiels. 23 000 $ 2 fois. Le silence était assourdissant. Personne ne bougeait. Plusieurs hommes retenaient visiblement leur souffle. 23 000 $ 3 fois. Ace leva son marteau, prêt à conclure la vente la plus extraordinaire de sa carrière. C'est à ce moment précis que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Céline, qui était restée silencieuse et immobile pendant toute la durée de l'enchère, prit soudain la parole. Sa voix était claire, posée, et portait dans toute la salle sans qu'elle ait besoin de hausser le ton. « Messieurs, dit-elle d'abord en français, puis répétant en anglais, « Je crois qu'il est de mon devoir de vous informer de certains faits avant que cette vente ne se conclue. » Le commissaire-priseur, choqué par cette violation flagrante du protocole, faillit laisser tomber son marteau. « Silence !» aboya-t-il, son visage devenant cramoisi. « Vous n'avez pas l'autorisation de parler. C'est un outrage aux procédures de cette vente. » Plusieurs hommes dans l'assistance se levèrent d'un bond, indignés par cette transgression inacceptable. Une esclave qui prenait la parole pendant sa propre vente, qui s'adressait directement aux hommes blancs présents sans y avoir été invitée,
C'était une violation si grave des conventions sociales que certains participants semblaient ne même pas savoir comment réagir. Mais avant que le chaos ne s'installe complètement, Sété leva une main impérieuse. « Laissez-la parler », ordonna-t-il sèchement, sa voix coupant court à toutes les protestations. Le gouverneur Smith, après une brève hésitation, hocha la tête en signe d'acquiescement. Le commissaire-priseur, pris entre l'indignation et la prudence, se tut. Céline hocha la tête en remerciement vers Sété, un geste d'une politesse incongrue dans ces circonstances, puis elle continua. « Vous êtes ici aujourd'hui parce que vous croyez qu'en m'achetant, vous achèterez le silence. Vous pensez que je suis un problème qui peut être résolu par l'argent ou, si nécessaire, par des moyens plus définitifs. » Elle marqua une pause, son regard parcourant lentement l'assemblée. Plusieurs hommes détournèrent les yeux, incapables de soutenir son regard direct et pénétrant. « Mais vous vous trompez tous, » poursuivit-elle, sa voix gagnant en force. « Monsieur Rutherford m'a effectivement formé à mémoriser vos secrets. Pendant 20 ans, j'ai accumulé dans mon esprit un catalogue de vos crimes, de vos trahisons, de vos corruptions. Je connais les dates, les noms, les montants, les circonstances. Je sais qui a tué qui a volé quoi, qui a trahi qui. Je suis devenu, sans l'avoir choisi, l'archive vivante de vos péchés. » Des protestations indignées fusèrent de plusieurs côtés de la salle. « C'est un scandale !» s'écria quelqu'un. « Elle ment !» hurla un autre. « Faites-la taire immédiatement. » Mais Céline continua, imperturbable. « Mais Monsieur Rutherford m'a également enseigné autre chose, à me protéger. Vous voyez, il savait qu'il allait mourir. Son cœur le trahissait depuis des mois. Nous avons eu le temps, lui et moi, de prendre certaines dispositions. » Elle laissa ces mots résonner dans la salle, puis reprit. « Avant sa mort, dont j'ai été informé 3 jours avant qu'elle ne survienne, car il avait prévu avec précision quand son cœur céderait définitivement, nous avons créé un système de protection. J'ai confié à 3 personnes différentes, dans 3 villes différentes de cet État, des parties de ce que je sais. Ces 3 personnes ne se connaissent pas entre elles. Elles ignorent même l'identité les unes des autres. Un homme dans l'assistance se leva brusquement, son visage déformé par la rage et la peur. « C'est une ruse !» cria-t-il. « Elle bluffe, elle invente tout cela pour se protéger. » Céline tourna son regard vers lui. Son visage resta parfaitement calme, mais quelque chose dans ses yeux fit reculer l'homme. « Monsieur Bartholomew, » dit-elle d'une voix douce mais audible par tous, « vous étiez impliqué dans la disparition mystérieuse du sénateur Wickham en 1832. Le sénateur avait découvert votre participation dans un réseau de contrebande d'esclaves depuis Cuba. Il vous a confronté le 17 septembre de cette année, dans votre bureau de Williamsburg. Vous l'avez frappé avec un tisonnier en cuivre. Son corps a été jeté dans la rivière York, lesté de pierres. 3 témoins ont été payés pour confirmer qu'il s'était noyé accidentellement après avoir bu. Voulez-vous que je continue? Ici, devant tous ces témoins? » L'homme appelé Bartholomew devint livide. Ses jambes semblèrent se dérober sous lui, et il se rassit brutalement, son corps secoué de tremblements. Personne dans la salle ne parlait plus. Le silence était devenu absolu, total, écrasant. Céline reprit, s'adressant maintenant à l'ensemble de l'assemblée. « Chacune des 3 personnes à qui j'ai confié une partie de ces informations a reçu des instructions précises. Si quelque chose m'arrive, si je disparais, si je meurs dans des circonstances suspectes, ou même si je ne donne pas signe de vie à intervalles réguliers que nous avons établis, elles doivent remettre ces informations à des journaux, à des juges qui ne sont pas impliqués dans vos affaires, et à des membres du Congrès que nous avons soigneusement sélectionnés. » Elle fit quelques pas sur l'estrade, ses mouvements lents et délibérés captivant l'attention de tous. De plus, M. Rutherford et moi avons créé un système de déclenchement multiple. Certaines informations sont déjà dans des enveloppes scellées, déposées chez des notaires dans 3 villes différentes, avec des instructions de les ouvrir à des dates futures spécifiques, sauf si je me présente personnellement pour les récupérer. Si vous me tuez aujourd'hui, demain ou dans 10 ans, ces enveloppes seront ouvertes. Vos secrets seront révélés.
Vos vies seront détruites. Le juge Hargrove se leva, essayant de reprendre le contrôle de la situation qui échappait complètement à toute autorité. « Cette vente doit être suspendue immédiatement », déclara-t-il d'une voix forte. « Nous devons vérifier ces allégations, mener une enquête approfondie. » Mais c'était l'interrompit d'un geste. « Non, dit-il fermement. La vente continue. Mon offre tient. 23 000 $. Le gouverneur Smith se pencha vers le juge et lui murmura quelque chose à l'oreille. Hargrove hésita, puis se rassit lentement, manifestement en désaccord, mais contraint de céder face à l'autorité supérieure. Céline regardait maintenant CT directement. « Vous comprenez ce que je viens de dire ?» demanda-t-elle, sa voix portant une nuance qui aurait pu être de la curiosité ou du défi. « Parfaitement », répondit CT, soutenant son regard sans ciller. « Vous avez construit un château de cartes d'assurance mutuelle. Si c'est vrai, tuer vous devient inutile. Si c'est faux, nous ne pouvons pas prendre le risque de le découvrir de la manière dure. Dans les deux cas, votre survie devient nécessaire. » C'est brillamment pensé. Un léger sourire passa sur les lèvres de Céline. Monsieur Rutherford était un excellent professeur. Le commissaire-priseur, complètement dépassé par les événements, mais conscient qu'il devait terminer la procédure, reprit son marteau d'une main tremblante. « La vente continue, bégaya-t-il. 23 000 $. Y a-t-il d'autres enchères ?» Le silence. Personne n'osa surenchérir. RB et AS restaient immobiles, leur visage exprimant un mélange de rage impuissante et de résignation forcée. 23 000 $ une fois, deux fois, trois fois, récita Hayes d'une voix mécanique. Adjugé à M. Charles Thompson pour la somme de 23 000 $. Le coup de marteau résonna dans la salle comme un coup de canon. Les semaines qui suivirent l'enchère extraordinaire furent marquées par une étrange accalmie dans les cercles du pouvoir virginien, comme le calme trompeur qui précède une tempête ou suit un tremblement de terre. Céline fut transportée vers une propriété isolée du comté d'Albemarle, une plantation de taille moyenne nichée dans les contreforts des Blue Ridge Mountains, appartenant à l'homme qui l'avait achetée, et que nous continuerons d'appeler CT pour préserver le mystère historique de cette affaire. Le voyage depuis Richmond prit 3 jours par des routes boueuses et des chemins de traverse. Céline voyageait dans une voiture fermée, relativement confortable pour l'époque, accompagnée de 2 gardes qui avaient reçu des instructions strictes, la traiter avec respect, répondre à ses besoins raisonnables, mais ne jamais la perdre de vue. Ils s'arrêtaient dans des auberges modestes où Céline recevait une chambre séparée, mangeait des repas décents et bénéficiait d'un traitement qui aurait paru extraordinaire pour n'importe quel observateur habitué à voir comment les esclaves étaient habituellement transportés. Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre après les révélations dramatiques de l'enchère, Céline ne fut pas confinée dans des conditions de captivité brutale. La propriété de Cité, connue localement sous le nom de Belmont Estate, était une exploitation prospère d'environ 500 acres, cultivée principalement en blé et en tabac. La maison principale, une construction géorgienne sobre mais élégante, dominait une vallée où serpentait un affluent de la rivière Rivanna. Céline reçut une petite maison séparée sur la propriété, similaire à celle qu'elle avait occupée chez Rutherford. C'était une construction en bois de 2 pièces, avec une cheminée en pierre, des fenêtres avec de vrais carreaux de verre et un petit porche couvert. L'intérieur était simplement mais confortablement meublé. Un lit avec un vrai matelas de plumes, une table et des chaises, une étagère pour les livres, un coffre pour les vêtements. Elle avait accès à une bibliothèque substantielle, cadeau de C. T qui comprenait apparemment que garder l'esprit de Céline occupé était préférable à la laisser ruminer dans l'oisiveté. Du matériel d'écriture lui fut fourni sans restriction. Papier, encre, plumes de qualité. CT ne demanda jamais ce qu'elle écrivait, et Céline ne proposa jamais de le montrer. On lui permettait de se promener librement dans les jardins du domaine et même de se rendre au verger ou aux écuries si elle le souhaitait, bien qu'un domestique la suivait toujours discrètement à distance respectable. Cette liberté relative était néanmoins encadrée par des limites invisibles mais réelles.
Céline n'avait pas le droit de quitter les terres de la plantation sans escorte. Elle ne pouvait pas recevoir de visiteurs de l'extérieur sans autorisation préalable. Sa correspondance, si elle en écrivait, passait par CT qui se réservait le droit de la lire avant l'envoi. C'était une cage dorée, certes, mais une cage néanmoins. La relation qui s'établit entre Céline et CT au cours des premiers mois fut d'une nature difficile à catégoriser. Ce n'était pas celle d'un maître et de son esclave dans le sens conventionnel. Ce n'était pas non plus celle d'égaux, car la loi et la société rendaient cela impossible. C'était plutôt une forme de coexistence stratégique, une reconnaissance mutuelle de pouvoir et de vulnérabilité. CT, dont le vrai nom était Caleb Thornton, était un homme complexe qui défie les catégorisations simples. Propriétaire d'esclaves comme tous les planteurs de son rang et de son époque, il n'était pas particulièrement cruel selon les standards de son temps, mais il n'était certainement pas un abolitionniste. Il croyait en l'ordre social établi, en la hiérarchie raciale, en son droit de propriété sur d'autres êtres humains. Mais il était aussi un homme d'une intelligence considérable qui comprenait les nuances du pouvoir mieux que la plupart de ses pairs. La première véritable conversation entre Céline et Caleb eut lieu une semaine après son arrivée à Belmont Estate. Caleb l'invita à prendre le thé dans le salon de la maison principale, geste d'une familiarité choquante que les domestiques observèrent avec des regards sidérés. Ils s'assirent face à face, une table basse entre eux chargée de porcelaine fine et de pâtisserie. « Vous avez orchestré tout cela depuis le début », dit Caleb sans préambule, versant le thé avec des gestes précis. La mort de Rutherford, les rumeurs, cette performance lors de l'enchère. Tout était planifié. Céline accepta la tasse qu'il lui tendait, remarquant la délicatesse de la porcelaine entre ses doigts. Monsieur Rutherford savait qu'il allait mourir. Son cœur le trahissait depuis des mois. Le docteur Pemberton lui avait donné 6 mois tout au plus. Nous avons eu le temps de préparer cette transition. Et vous m'avez choisi, continua Caleb, son regard perçant fixé sur elle. Parmi tous les hommes qui auraient pu gagner cette enchère, vous avez fait en sorte que ce soit moi. Pourquoi ? Céline but une gorgée de thé avant de répondre, prenant le temps de choisir ses mots. Parce que de tous les hommes impliqués dans les secrets que je détiens, vous êtes le seul qui a quelque chose à perdre qui compte vraiment pour vous. Votre fils. Votre réputation familiale. Les autres ne se soucient que d'argent et de pouvoir, chose qu'ils peuvent toujours reconstruire d'une manière ou d'une autre. Mais vous, monsieur Thornton, vous avez une faiblesse que je peux comprendre et respecter. Vous tenez à votre héritage familial plus qu'à votre propre vie. Caleb se raidit visiblement. Vous connaissez mon nom. J'ai toujours connu votre nom, répondit Céline calmement. Monsieur Rutherford gardait des secrets pour vous depuis 15 ans. Je sais ce que vous avez fait en 1834. Je sais pourquoi vous l'avez fait. Et je sais que si cette information était révélée, votre fils serait ruiné avant même d'avoir commencé sa vie d'adulte. Le visage de Caleb devint un masque de pierre. Vous me menacez ? Dans ma propre maison ? Non, dit Céline, posant sa tasse avec un léger tintement. Je vous explique pourquoi nous pouvons coexister. Vous avez besoin que je reste en vie et en sécurité pour que mes systèmes de protection ne se déclenchent pas. J'ai besoin de vous pour avoir un endroit où vivre sans être constamment en danger. Nous avons un intérêt mutuel à ce que cette situation perdure. Caleb se leva brusquement, faisant quelques pas vers la fenêtre qui donnait sur les jardins. Son dos était rigide, ses poings serrés le long de son corps. Quand il se retourna, son visage trahissait un mélange de rage contenue et de respect réticent. « Vous êtes la créature la plus dangereuse que j'ai jamais rencontrée, » dit-il d'une voix basse. « Et je suis maudit de devoir vous garder en vie. »« Non, » corrigea Céline doucement. « Je ne suis pas dangereuse. Je suis nécessaire. Et maintenant, je vous appartiens légalement. Mais nous savons tous les deux que la réalité est infiniment plus complexe que ce que dit le papier. » Cette conversation établit le ton de leur relation pour les années qui suivraient. C'était un équilibre précaire,
constamment renégocié à travers des conversations indirectes, des gestes symboliques, des limites testées et redéfinies. Au cours des années qui suivirent, des incidents curieux se produisirent parmi les familles et les personnalités impliquées dans les secrets que Céline détenait. Ces événements, pris individuellement, pouvaient sembler être de simples coïncidences. Mais leur accumulation suggérait un schéma plus sombre. En 1848, un juge connu pour avoir accepté des pots de vin pour acquitter des propriétaires d'esclaves accusés de meurtre prit soudainement une retraite anticipée. Il cita des raisons de santé, bien que personne n'eût remarqué de maladie particulière. Il se retira dans une petite propriété rurale et n'apparut plus jamais dans les cercles du pouvoir. Sa famille rapporta qu'il avait reçu une lettre, qu'il l'avait lue en privé, puis qu'il était resté enfermé dans son bureau pendant 2 jours avant d'annoncer sa décision. En 1850, un banquier qui avait bâti sa fortune sur des transactions d'esclaves illégales, longtemps après l'interdiction officielle, fit une donation massive et inexplicable de $10 000 à une société abolitionniste du Massachusetts. L'acte stupéfia son entourage et provoqua un scandale considérable dans les cercles esclavagistes de Richmond. L'homme refusa de s'expliquer, disant simplement qu'il suivait les conseils de sa conscience. 3 mois plus tard, il vendit toutes ses propriétés en Virginie et déménagea avec sa famille dans l'Ohio, État libre. En 1852, un homme politique ambitieux qui aspirait au poste de gouverneur de Virginie et qui était le favori dans une élection qu'il était pratiquement certain de remporter, retira mystérieusement sa candidature 2 semaines avant le vote. Il prétexta des raisons familiales qui nécessitaient toute son attention. Des rumeurs circulèrent selon lesquelles il avait reçu la visite d'un messager inconnu, qu'il s'était entretenu pendant 1 heure et qu'il avait annoncé sa décision le soir même. L'homme quitta ensuite la politique et ne fut plus jamais vu en public. En 1855, un négociant en coton particulièrement prospère, qui avait des liens documentés avec des réseaux de contrebande d'esclaves cubains, fut retrouvé mort dans son bureau. Le coroner conclut à un suicide par empoisonnement à l'arsenic. Une lettre fut découverte près de son corps, dans laquelle il confessait ses crimes et exprimait des remords pour les souffrances qu'il avait causées. Cette lettre fut publiée dans plusieurs journaux, ruinant la réputation de sa famille et forçant la saisie de ses biens pour dédommager certaines de ses victimes. Ces événements n'étaient peut-être que des coïncidences. Ou peut-être était-il le résultat de suggestions discrètes, de lettres anonymes dont le contenu était suffisamment précis et vérifiable pour terroriser leurs destinataires, de conversations privées où certaines informations étaient partagées pour encourager des changements de comportement drastiques. Céline ne commenta jamais ces incidents. Caleb, qui lisait les journaux avec une attention particulière, ne posa jamais de questions directes. Mais parfois, lors de leurs rares conversations, un regard passait entre eux, une compréhension tacite que le monde changeait d'une manière que personne d'autre ne pouvait totalement comprendre. La vie de Céline à Belmont Estate prit une routine étrange. Elle passait ses matinées à lire et à écrire. Ses après-midi étaient consacrés à de longues promenades dans les jardins ou dans la campagne environnante, toujours accompagnée discrètement d'un domestique. Ses soirées, elle les passait souvent seule, à la lumière d'une lampe à huile, penchée sur ses écrits personnels. Car Céline avait commencé un projet qui occuperait les dernières années de sa vie. Elle écrivait son histoire, non pas les secrets qu'elle détenait sur les autres, car cela aurait violé l'équilibre délicat qu'elle avait établi, mais sa propre histoire. L'enfance en Haïti dans une maison coloniale où elle servait le thé à des planteurs français, tout en écoutant sa mère raconter des histoires en créole. Le voyage cauchemardesque sur la Méduse, où elle avait été entassée dans une cale sombre, avec d'autres captifs, son arrivée en Virginie et sa vente à Josiah Rutherford. Elle écrivait sur les années de formation avec Rutherford, sur la manière dont il l'avait transformée en une archive vivante, sur le processus psychologique complexe d'absorption et de mémorisation de secrets qui ne la concernaient pas mais qui définissaient néanmoins son existence entière. Elle décrivait les nuits où elle ne pouvait pas dormir,
hantée par les crimes dont elle portait la mémoire. Elle parlait de la solitude absolue d'être la seule personne à connaître certaines vérités, incapable de les partager, forcée de les porter comme un fardeau invisible. Ses écrits furent découverts après sa mort par la fille de Caleb Thornton, une jeune femme nommée Sarah, qui avait développé une amitié inhabituelle avec Céline au cours des dernières années de sa vie. Sarah avait 17 ans quand Céline était arrivée à Belmont Estate. Elle avait été élevée dans la conviction absolue de la supériorité raciale blanche, dans l'acceptation non questionnée de l'esclavage comme ordre naturel des choses. Mais Sarah était également une jeune femme intelligente et curieuse, éduquée par des tuteurs privés, lectrice vorace de romans et de poésie. La présence de Céline à Belmont Estate l'intriguait profondément. Comment une femme légalement esclave pouvait-elle parler avec tant d'éloquence? Comment pouvait-elle connaître 3 langues quand Sarah elle-même peinait avec son français? Comment pouvait-elle comprendre des concepts philosophiques complexes dont elle discutait parfois lors de promenades dans le jardin? Au fil des années, contre toutes les conventions sociales et malgré la désapprobation discrète, mais évidente de Caleb, Sarah et Céline développèrent une relation qui transcendait les catégories établies. Ce n'était pas exactement de l'amitié dans le sens conventionnel, car l'inégalité fondamentale de leur position rendait cela impossible. Mais c'était une forme de compagnonnage intellectuel, une conversation continue qui se poursuivait à travers les années. Sarah posait des questions que personne dans son entourage n'avait jamais encouragé à poser. Qu'est-ce que cela faisait d'être esclave? Comment Céline supportait-elle de connaître tous ses secrets sur des hommes puissants? Croyait-elle qu'un jour les choses changeraient? Avait-elle peur de mourir? Céline répondait avec une honnêteté qui était à la fois généreuse et calculée. Elle comprenait que Sarah représentait peut-être une opportunité de transmettre quelque chose d'important à la génération suivante. À travers leur conversation, elle plantait des graines de doute sur l'ordre établi, des questions sur la justice et l'humanité qui germaient lentement dans l'esprit de la jeune femme. En 1860, quand les tensions entre le Nord et le Sud atteignirent un point de rupture et que la guerre civile devint inévitable, Sarah avait 27 ans. Elle s'était mariée mais était restée à Belmont Estate avec son mari, un jeune planteur de la région. Céline avait alors environ 49 ans selon les estimations, sa santé commençant à décliner. C'est pendant cette période troublée, quand le monde qu'ils avaient tous connu semblait sur le point de s'effondrer, que Céline confia ses manuscrits à Sarah. Un après-midi d'automne, dans la petite maison où Céline vivait depuis 13 ans, elle tendit à la jeune femme une boîte en bois contenant des centaines de pages soigneusement écrites. « C'est mon histoire », dit Céline simplement. « Pas les secrets que je garde pour votre père et pour les autres, juste mon histoire. Lisez-la quand je ne serai plus là, et décidez ce que vous voulez en faire. » Sarah prit la boîte avec des mains tremblantes. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « Parce que vous êtes la seule personne que j'ai rencontrée dans ce monde qui a le courage de regarder la vérité en face sans se détourner, » répondit Céline. « Et parce que le monde change. La guerre arrive, l'ordre ancien va s'effondrer. Il faudra des gens comme vous pour construire quelque chose de meilleur sur ces ruines. » Céline vécut jusqu'en 1863, mourant à l'âge d'environ 52 ans, pendant l'été où la guerre de sécession faisait rage et où l'émancipation commençait à transformer le Sud. Elle mourut de pneumonie après avoir contracté une fièvre qu'elle n'avait pas la force de combattre. Caleb Thornton, qui avait maintenant 70 ans, était à son chevet quand elle rendit son dernier souffle. Selon le témoignage de Sarah, qui était également présente, les derniers mots de Céline furent prononcés en français, la langue de son enfance. « Enfin je suis libre ». Puis, après une pause, elle ajouta en anglais regardant Caleb, « Vos secrets meurent avec moi ». Caleb ferma les yeux de Céline avec une douceur qui surprit Sarah. « Que Dieu ait pitié de ton âme », murmura-t-il, « et de la mienne ». Céline fut enterrée dans un coin reculé du cimetière familial de Belmont Estate. Honneur extraordinaire pour une esclave. Une simple pierre tombale fut placée, portant seulement son prénom et une date approximative.
Aucun nom de famille, car légalement elle n'en avait pas. Aucune épitaphe, car que pouvait-on écrire qui résumerait une vie si complexe et si tragique? Sarah lut les manuscrits de Céline pendant l'hiver suivant, enfermée dans sa chambre pendant des journées entières. Ce qu'elle découvrit bouleversa les fondations même de sa compréhension du monde. Elle apprit l'horreur vécue par sa mère adoptive intellectuelle, la perversité du système qui avait transformé un être humain en coffre-fort vivant, l'hypocrisie absolue des hommes qui proclamaient la supériorité morale du Sud tout en commettant les crimes les plus vils. En 1864, après la mort de son mari tué lors de la bataille de Cold Harbor, Sarah prit une décision qui horrifia son père et la société dans laquelle elle vivait. Elle utilisa l'héritage que son mari lui avait laissé pour établir une station sûre sur le chemin de fer clandestin. Le réseau qui aidait les esclaves à fuir vers les États libres du Nord. Belmont Estate devint, pendant les derniers mois de la guerre, un refuge pour des dizaines d'esclaves en fuite. Sarah coordonnait leur passage avec des abolitionnistes du Nord, fournissait nourriture et vêtements, organisait leur transport vers la prochaine station. Caleb, maintenant âgé et en déclin, ne pouvait ou ne voulait pas l'arrêter. Peut-être comprenait-il, dans ces derniers jours, que le monde qu'il avait connu et défendu était en train de mourir de toute façon. Certains historiens suggèrent que Sarah Thornton fut l'une des figures importantes du chemin de fer clandestin en Virginie centrale, bien que son identité réelle n'ait jamais été confirmée avec certitude dans les archives. Les documents officiels de cette période sont fragmentaires, beaucoup ayant été détruits pendant les derniers jours chaotiques de la Confédération. Ce qui est certain, c'est que Sarah survécut à la guerre et à l'émancipation. Elle vécut jusqu'en 1890, consacrant le reste de sa vie à l'éducation des anciens esclaves et à la défense de leurs droits civiques pendant la période tumultueuse de la Reconstruction. Elle ne se remaria jamais, n'eut jamais d'enfant. Belmont Estate fut vendu après sa mort, ses biens liquidés, sa fortune dispersée. Quant aux manuscrits de Céline, leur destin reste un mystère. Sarah ne les publia jamais de son vivant. Aucune copie ne fut jamais trouvée dans les archives familiales ou publiques. Soit elle les détruisit, considérant qu'ils étaient trop dangereux même après la mort de tous les hommes impliqués dans les secrets. Soit elle les cacha quelque part, espérant peut-être qu'ils seraient découverts par une génération future qui pourrait les comprendre et les apprécier. Mais l'élément le plus troublant de cette histoire, la question qui hante encore ceux qui s'y intéressent, reste celle-ci. Céline avait-elle vraiment créé ce système de sauvegarde qu'elle avait décrit lors de l'enchère? Les enveloppes scellées, les 3 personnes dans 3 villes différentes, les notaires avec leurs instructions temporisées, tout cela existait-il réellement? Ou était-ce le bluff le plus audacieux et le plus brillant jamais réalisé par une personne réduite en esclavage, un château de cartes construit uniquement sur la peur et l'incertitude qui avait néanmoins suffi à garantir sa survie et son pouvoir relatif pendant 16 ans? En 1889, plus de 40 ans après l'enchère fameuse, un journaliste de Richmond nommé Theodore Whitman, enquêtant sur l'histoire de l'esclavage en Virginie pour une série d'articles commémorant le 25e anniversaire de l'émancipation, découvrit une référence à cette vente extraordinaire dans de vieux registres judiciaires. Intrigué par le prix exorbitant de 23 000 $ payé pour une seule esclave, il commença à chercher plus d'informations. Il trouva très peu. Les documents concernant la succession Rutherford avaient mystérieusement disparu des archives du comté de Hanover. Un incendie avait détruit une partie des registres en 1865, pendant les derniers jours chaotiques de la guerre, mais Whitman soupçonnait que certains documents avaient été retirés bien avant cela. Les personnes qui avaient assisté à l'enchère étaient toutes mortes ou introuvables. Whitman réussit à localiser un fils de l'un des participants, mais l'homme refusa catégoriquement de parler, prétextant ne rien savoir des affaires de son père. Quand Whitman insista, mentionnant le nom de Céline, l'homme devint livide et lui ordonna de quitter sa propriété immédiatement. Whitman se rendit à Belmont Estate.
maintenant propriété d'un fermier qui avait acheté les terres après la mort de Sarah Thornton. Le nouveau propriétaire n'avait jamais entendu parler de Céline, ni de Caleb. La petite maison où Céline avait vécu avait été démolie des années auparavant. Le cimetière familial était envahi par les mauvaises herbes, les pierres tombales renversées ou brisées. Mais le journaliste découvrit un détail fascinant qui alimenta ses spéculations pour le reste de sa vie. En 1868, 5 ans après la mort de Céline, 3 notaires différents dans 3 villes distinctes de Virginie, Richmond, Charlottesville et Fredericksburg, avaient signalé presque simultanément, à quelques semaines d'intervalle, la découverte d'enveloppes scellées dans leur coffre-fort, portant des dates d'ouverture qui étaient désormais dépassées. Ces enveloppes, selon les rapports que Whitman réussit à déterrer dans les archives notariales, avaient été déposées par un intermédiaire anonyme dans les années 1840. Les dates de dépôt correspondant approximativement à la période entre la mort de Rutherford et l'enchère de Céline. Les dépôts avaient été payés avec de l'or, pas des billets traçables. Aucune instruction n'avait été laissée concernant l'identité du déposant. Les notaires, perplexes devant ces documents dont personne ne réclamait l'ouverture ou la récupération, et considérant qu'après tant d'années leur contenu n'avait probablement plus aucune pertinence, avaient finalement décidé de les détruire sans les lire. C'était la procédure standard pour les documents abandonnés après une période prolongée. Avaient-ils détruit les secrets de Céline? Ou ces enveloppes étaient-elles vides, simple élément d'un bluff magistral qui avait fonctionné au-delà de toute espérance? Les notaires, ayant brûlé les enveloppes sans regarder leur contenu, ne pouvaient fournir aucune réponse. Whitman, frustré par l'impossibilité de vérifier cette information cruciale, tenta une dernière approche. Il rechercha des descendants de Caleb Thornton, espérant que des papiers familiaux pourraient éclairer le mystère. Il découvrit que la lignée Thornton s'était éteinte avec Sarah, qui n'avait pas eu d'enfant. Tous les papiers de la famille avaient été dispersés ou détruits. Après des mois de recherches infructueuses, Whitman abandonna son enquête. Mais dans son article final sur le sujet, publié dans le Richmond Times-Dispatch en février 1890, il écrivit un passage qui résume parfaitement le mystère de cette affaire. Dans l'histoire de l'esclavage en Virginie, il y a des questions auxquelles nous ne connaîtrons jamais les réponses. L'histoire de la femme connue seulement sous le nom de Céline, vendue pour la somme astronomique de 23 000 $ en 1847, restera probablement à jamais enveloppée de mystère. Était-elle vraiment l'archive vivante de secrets terribles? Avait-elle construit un système ingénieux pour se protéger? Ou était-elle simplement une femme extraordinairement intelligente qui avait compris comment manipuler la peur et la cupidité des hommes puissants? Peut-être est-ce mieux ainsi. Certains secrets sont trop lourds pour être portés par la mémoire collective, même longtemps après que ceux qui les ont créés ont disparu. Et peut-être que la plus grande victoire de Céline n'était pas d'avoir survécu, mais d'avoir laissé derrière elle un mystère qui continue de nous interroger sur la nature du pouvoir, de la mémoire et de la justice. Car au fond, ce qui compte n'est pas de savoir si ces enveloppes contenaient vraiment des secrets ou si elles étaient vides. Ce qui compte, c'est qu'elle ait réussi pendant 16 ans à vivre selon ses propres termes dans un monde qui niait son humanité même. Elle a transformé sa prison en forteresse, son asservissement en pouvoir. Et cela, que ce soit par la vérité ou par le bluff le plus brillant jamais conçu, est une leçon qui mérite d'être rappelée. Vous venez d'entendre l'histoire de Céline, l'esclave la plus chère jamais vendue en Virginie. Croyez-vous que tout a été révélé? Pensez-vous que son système de protection existait vraiment? Ou était-ce le bluff le plus extraordinaire de l'histoire? Les enveloppes détruites par les notaires contenaient-elles vraiment les secrets qui auraient pu faire tomber l'élite virginienne? Ou étaient-elles vides, simple élément d'une performance psychologique magistrale? Partagez votre opinion dans les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de cette femme qui a transformé le système qui l'opprimait en arme de sa propre survie. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires historiques troublantes qui explorent les zones d'ombre de notre passé.
Et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, sont fascinés par les mystères qui révèlent les vérités profondes sur la nature humaine. Car au fond, la véritable question n'est pas de savoir si Céline a gagné ou perdu dans ce jeu terrible qu'elle n'avait jamais choisi de jouer. La véritable question est de savoir combien de personnes, aujourd'hui encore, portent des secrets qui sont trop dangereux pour être révélés et combien d'entre elles ont compris la leçon que Céline a enseignée il y a plus de 150 ans. Le pouvoir ne réside pas dans la force, ni même dans la vérité elle-même, mais dans ce que les autres croient que vous savez et dans votre capacité à les faire douter de leur propre certitude.